rendez-vous réguliers qu'on va mettre en place digitaux. On va avoir un prochain rendez-vous en physique dont on va vous parler à la fin de cette session. Et puis, il y a ce fameux groupe WhatsApp. Pour l'instant, vous ne connaissez pas encore tous, mais on espère que ce sera aussi l'occasion pour vous de créer des liens et de pouvoir établir des relations entre vous. Ça sera toujours plus simple une fois que vous vous connaîtrez bien. Et donc, c'est pour ça que l'événement du 16 mars, dont on vous parlera à la fin, on l'espère, permettra de créer ces liens entre vous tous. Mais voilà, si vous souhaitiez, avant que tout le monde arrive, vous exprimer un peu sur le sujet, c'est avec plaisir. Et sinon, dans une minute, on va commencer. Et oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, Paul, comme, donc j'ai commencé à vous faire des partages d'informations et des petites revues de presse sur le groupe, WhatsApp. N'hésitez pas, même sur le groupe, hein, à me faire des retours. Par exemple, pour le moment, je vous mets des liens d'articles en anglais où je choisis un peu des focus. Si, par exemple, vous trouvez que les articles en anglais, c'est pas pertinent pour vous, si vous voulez peut-être moins d'articles d'actualité économique, mais plus de focus, sur des articles d'entrepreneurs français aux États-Unis. Voilà, moi, je suis vraiment là pour adapter le contenu et vous partager du contenu qui vous est utile. Sinon, c'est pas, voilà, le but, c'est que ça réponde à vos besoins. Donc, voilà, même sur le groupe, n'hésitez pas à me faire des retours ou ici, maintenant. Bonjour Thomas. Bonsoir Bonjour. Thomas. Bonsoir, désolé, je suis un petit peu en retard. Bon, Hélène, on peut commencer hein, si ça te va. On va lancer. Je veux bien juste que pour le début, vous coupiez vos micros, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bienvenue pour cette... je vois qu'il y a encore des... Bonjour à tous, bienvenue pour cette, donc la deuxième rencontre digitale du Cercle Amérique du Nord. Et On Hélène, est ravis de... je ferai rentrer au fil de l'eau, hein. T'inquiète pas. D'accord. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette deuxième rencontre digitale. Donc voilà, vous faites déjà maintenant partie d'un groupe WhatsApp. Donc on accueille des nouveaux membres au compte-gouttes et on est ravis d'accueillir à chaque fois des nouveaux membres Excellence de BPI France. Donc pour vous rappeler évidemment l'ambition du groupe du Cercle Amérique du Nord, c'est de vous réunir entre vous, donc des entrepreneurs français qui ont pour ambition de conquérir le marché nord-américain. Donc, soit qui sont déjà implantés, soit qui souhaitent pouvoir s'y implanter. Et vraiment, le but, c'est de créer une communauté de partage, de retour d'expérience et d'entraide. Parce que pour reprendre les mots de Pedro Novo, notre directeur exécutif de l'export, voilà, le but, c'est d'aller conquérir en meute et donc de se partager des conseils, des success stories, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et puis donc évidemment pour cela, on vous met, nous de notre côté BPI France, on vous met à disposition des outils qu'on pense pertinents pour vous, donc que ce soit ce groupe WhatsApp, que ce soit également des rendez-vous digitaux. Donc en fait, qu'on pense vraiment, qu'on veut vraiment comme atelier, comme workshop, et c'est vraiment le but de cette rencontre digitale aujourd'hui, mais également donc l'événement du 16 mars qui sera la première rencontre en physique. Donc, évidemment, c'est toujours plus agréable de se rencontrer en physique, de mettre des visages sur des noms. Et donc voilà, le but, c'est de créer des liens et c'est de faire de cette communauté une communauté ambitieuse d'entrepreneurs pour aller conquérir l'Amérique du Nord. Donc, pour vous faire peut-être un petit programme d'aujourd'hui, donc je vais passer la parole donc à Tristan Auro de l'équipe Excellence de BPI France qui va vous présenter donc l'annuaire qu'on vous a partagé hier sur le groupe. Donc vraiment, n'hésitez pas à le consulter. On a réparti donc les membres du cercle par secteur avec une photo, un nom. C'est vraiment utile pour vous si même au sein entre vous, sur le groupe, vous voulez prendre contact, vous rencontrer, faire des rendez-vous, ça vous permettra d'avoir l'adresse mail, la photo. Et puis, dans un second temps, on passera donc je passerai la parole donc à Fabienne de l'équipe Excellence également de BPI France pour
en fait, pour faire l'interview de deux membres du Cercle Amérique du Nord qui ont accepté de se présenter, de présenter leur projet et leur success story sur les États-Unis et le Canada. Donc voilà, on espère que ces interviews vous seront utiles, seront inspirants. Et puis, dans un dernier temps, on passera à une partie voilà, questions-réponses. Le but, c'est que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, à nous poser des questions et on essayera d'y répondre au mieux. Donc, Bien. Tristan, je te passe la parole. Ouais. Merci Hélène et bonjour à toutes et tous. Tristan Auro, je suis en charge de l'animation du Club Excellence sur la région parisienne et l'outre-mer, aux côtés de mes trois autres collègues, Fabienne, Christelle et Galia, qui sont chacune en charge de régions françaises pour la communauté. Comme le disait Hélène, qui dit communauté entraide dit trombinoscope. Alors, je vais vous présenter le trombinoscope tel que il est aujourd'hui, tel qu'on l'a bien avancé grâce à toutes les informations que vous nous avez envoyées. Et merci encore. L'idée, c'est de savoir qui est qui et d'avoir un moyen de vous contacter les uns les autres. Donc, c'est un outil de travail, un annuaire qu'il faut hésiter à utiliser. Aujourd'hui, nous avons donc 37 dirigeants dans ce trombinoscope. Donc là, vous voyez à l'écran un petit retour de micro là. Vous voyez à l'écran les account managers dont je vous parlais à l'instant, l'équipe export qui figure dans ce trombinoscope. Je voulais vous présenter les dirigeants qui ont accepté d'être les ambassadeurs du Cercle Amérique du Nord. Donc, qu'est-ce que c'est que ces ambassadeurs? Ce sont des dirigeants qui ont bien sûr une solide expérience de la zone Amérique du Nord, car ils ont créé une filiale dans ces zones-là, aux USA, au Canada. C'est des dirigeants qui ont envie de partager cette expérience avec ceux qui veulent attaquer le marché. Ce sont des personnes qui vont impliquer dans la vie les événements et les initiatives du Cercle Amérique du Nord. Et puis, ils vont incarner le Cercle Amérique du Nord dans les différents et nombreuses communautés, écosystèmes de BPI France, et voire même au-delà. Donc, c'est toutes les actions de communication qu'on fait. Donc, vous les voyez à l'écran. J'espère que vous voyez tous mon écran. Et donc, nous avons un ambassadeur par grande communauté de BPI France, les fameuses 4 grandes communautés, à commencer donc par Laurent Cohen, donc, qui représente la French Touch, toutes les industries créatives et culturelles. Et donc Laurent est un produit des parfums du côté de Marseille. Il a ouvert une filiale aux USA en 2018 et il y réalise une partie conséquence de son chiffre d'affaires. Et puis, petite anecdote, il s'est engagé pendant la crise sanitaire à lancer une gamme de gel hydroalcoolique pour lutter contre la pandémie. Et donc ça, on aime les dirigeants engagés qui innovent dans ces moments-là. Donc voilà, Laurent, pour la French Touch. Nous avons Frédéric Lescure qui présente la French Fab. Donc Frédéric dirige Socomore. Donc c'est une entreprise basée dans l'ouest de la France, basée à Vannes. Et c'est un acteur mondial de la chimie, de produits chimiques pour l'industrie aéronautique. Il fait une large partie de son chiffre d'affaires sur les USA, notamment avec les entreprises comme Boeing. Donc, il a également des filiales partout dans le monde. Donc, Frédéric sera l'ambassadeur French Fab pour l'industrie. Nous avons du côté de Paris Pierre-Louis Delapalme qui représentera les entreprises engagées dans la transition écologique. Le coprésident de Biologique Recherche. Alors, Biologique Recherche, c'est une marque de cosmétiques haut de gamme, un peu exceptionnelle puisqu'elle fabrique des produits, des crèmes de soins sur mesure pour ses clients, avec toute une partie R&D et conseil et analyse de la peau de ses clients, donc une grosse partie R&D derrière ces produits-là, pour construire des crèmes sur mesure
pour adapter à l'épiderme de ses clients. Et donc, aujourd'hui, Biologique Recherche, c'est une firme aussi internationale qui réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'export et 40% aux USA. Et donc, ils ont ouvert une filiale à New York il y a déjà quelques années, donc un gros retour d'expérience à partager. Et ils ouvriront bientôt à Los Angeles. Et enfin, l'ambassadeur French Tech, qui est présent parmi nous, et encore une fois, Thomas, et merci d'être avec nous ce soir. Thomas est le vice-président de Amolyt Pharma, qui est donc une entreprise de biotech basée en région lyonnaise, du côté d'Écully, et qui dispose d'une filiale aux USA, à Cambridge. Et donc, Amolyt Pharma fabrique en fait des nouvelles stratégies thérapeutiques pour les patients atteints de maladies endocriniennes. Donc, une entreprise technique, une entreprise de santé. Donc voilà pour ces quatre qui sont bien évidemment moteurs dans l'animation du cercle. Et n'hésitez pas à les contacter et ils sont là pour vous aider. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de ce trombinoscope. Vous voyez qu'il figure tous les 37 dirigeants dont je parlais à l'instant. On ne va pas les présenter un à un, ce serait trop long. Et ce trombinoscope vous sera envoyé à la suite de ce Keep in Touch. Et maintenant, je vais laisser la parole à Thomas, justement, pour Thomas vous présenter un petit peu, dire un mot de bienvenue, nous parler de vos engagements dans ce cercle. Et ma collègue Fabienne va vous poser quelques questions sur votre retour d'expérience de votre implantation aux USA. Très bien, merci beaucoup, merci pour votre accueil. Je m'appelle effectivement Thomas Delal. Nous avons créé Amolyt Pharma en 2019, assez récemment. Donc, nous sommes encore une jeune société, mais dès le départ avec cette idée de créer une société transatlantique, avec un siège social en région lyonnaise, mais également une filiale dès le départ aux US. Et c'est comme ça qu'on s'est construit, qu'on souhaite se construire. Alors avec un métier un peu spécifique par rapport à d'autres entreprises, puisqu'on est définitivement entièrement tourné aujourd'hui encore vers la R&D. Donc on n'a pas de création de filiales en vue de commercialisation, mais bien de développer des médicaments, même si pour une biotech, on essaye d'aller vite pour être rapidement sur le marché. Et les USA, pour nous, c'est le marché principal en fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est positionné là-bas. Et également parce que deux de nos produits en développement sont issus de collaborations de recherche avec des universités ou hôpitaux américains en Caroline du Nord et au MGH à Boston, en partenariat donc avec le MGH à l'université d'Harvard. On souhaitait avoir une présence forte sur place pour notre présence en termes de gestion de notre recherche, mais aussi surtout parce que c'est là-bas que beaucoup de choses se font, et en particulier dans la biotech. Donc, pour des raisons de financement, de visibilité, de valorisation, et puis de présence sur notre marché final, puisque c'est le gros du marché de la biotech, avec l'Europe évidemment, mais on est déjà très présent ici. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est créé. Sur la base d'une levée de fonds importante en 2019, qui nous a permis vraiment de démarrer, de créer cette filiale, d'embaucher. On a eu la chance de faire une seconde levée de fonds à l'automne dernier. Et aujourd'hui, on a une trentaine de personnes avec une perspective de recrutement relativement rapide encore. L'entièreté de nos activités sont sous-traitées à des partenaires sous-traitants européens, américains, asiatiques, un peu partout dans le monde. Et puis, le gros de nos troupes, je dirais, reste encore aujourd'hui à Lyon, mais on a des personnes clés aux États-Unis qui peuvent vraiment nous représenter auprès des investisseurs, du monde de la recherche, et puis des cliniciens, où on va mener nos études cliniques et qui sont les prescripteurs ultimes de nos produits en développement. Voilà, donc activité très techno, avec une équipe très techno, mais
une expérience forte, je dirais, dans la création d'entreprises innovantes, les levées de fonds, quelques success stories derrière nous, qui nous a permis vraiment d'avancer, de lever l'argent nécessaire pour avancer vite et bien aujourd'hui. Et puis voilà, on sait que notre avenir est en partie aux États-Unis et en Amérique du Nord. On a eu une discussion à un moment donné, on a fait créer une filiale à Montréal finalement. Ça a été à Boston. Mais voilà, c'est en tout cas une présence en Amérique du Nord, c'est vraiment important. Et dans notre Series B, on a des Américains nouveaux qui sont rentrés. Donc au capital, on a quelques fonds américains. Le fonds euh, d'Harvard et du MGH qui représente une part importante de notre capital, mais également Atem Capital qui est rentré récemment et Sectoral qui est un fonds nord-américain aussi. Merci Thomas, en tout cas merci d'avoir accepté aussi d'être ambassadeur French Tech parce que tout ça s'est fait un peu rapidement, donc merci de l'efficacité et action-réaction, c'est ce qu'on aime. L'idée c'est de vous faire un petit peu une interview croisée entre vous Thomas et Laurent. Alors Laurent, je crois que tu étais présent au premier Teams, mais ça sera l'occasion de te présenter puisque Thomas, Tristan t'a présenté, puis tu as déjà répondu en amont un peu à la première question qui était pourquoi les USA, mais je vais rebondir sur Laurent pour qu'il réponde, qui se présente dans un premier temps et qui réponde à la question pourquoi le Canada, même si je sais que les USA te sont familières aussi. Et puis après, on reviendra sur Thomas pour poursuivre l'échange. Et je voulais dire aussi que n'hésitez pas, tous présents sur ce Teams, pour interagir et couper, si je puis me permettre, Thomas et Laurent, contredisez-moi si ça vous dérange, mais l'idée, c'est qu'il y ait de l'interaction et que quand vous parlez, qu'il y ait des prises, des questions. Je pense que même si on avait prévu de faire ça à la fin, s'il y a des questions qui viennent en live spontanément, n'hésitez pas à les poser à Thomas et Laurent et ça enrichira le débat autour de tous les deux. Donc à toi la parole, Laurent, et merci. Bonsoir à tous. Donc Laurent Attali, je dirige la société Tenderspage. Tenderspage, en fait, c'est une société qui récupère à l'origine l'ensemble des marchés publics qui sont émis dans le monde entier. On s'est développé d'abord en France, et puis après en Europe, et puis ensuite sur le monde entier. On fait une veille dès qu'une collectivité, dès qu'un hôpital, dès qu'une mairie quelque part dans le monde passe un appel d'offres, on détecte l'information, puis on la renvoie en fait à nos clients qui sont un petit peu partout dans le monde. La société a été créée il y a une vingtaine d'années de ça, et on s'autofinance sur l'ensemble de nos développements avec des aides de BPI d'ailleurs, que je tiens à remercier aussi pour ça. On aurait pu rester une société franco-française et puis se dire qu'on gère des clients à travers le monde, hein, puisque notre métier se porte assez bien à la chose. Le fait est que très vite, on s'est rendu compte que certains de nos clients nous demandaient d'être présents sur leur territoire. Et pour aller directement dans la première partie, pourquoi le Canada et comment le Canada, on a fait les deux, on a fait le Canada et les États-Unis. On a créé 2 filiales simultanément en 2014. Dans les deux, c'est pas très compliqué. Vous prenez un avocat, ça coûte $1000 à chaque fois, et puis vous avez créé votre filiale. Donc c'était pas le plus compliqué à ce niveau-là. Le fait est que le Canada a été plus propice au démarrage des affaires. Et je pourrais dire qu'aujourd'hui, les États-Unis deviennent un marché aussi très conséquent pour nous. Le Canada a été intéressant parce qu'il nous a permis de faire un copier-coller de ce qu'on faisait en France. C'est à peu près la même chose, la même mentalité. On va voir les clients à peu près de la même manière. On n'a pas eu besoin de faire un grand effort pour s'adapter au Canada. Et quand je dis Canada, je dis Québec pour l'instant, à ce niveau-là. Puisqu'ensuite, quand on s'est déployé sur l'ensemble du Canada, on a dû vraiment s'adapter. J'en parlerai peut-être un peu plus tard à ce niveau-là. Donc l'approche a été plus celle de la facilité pour nous au départ sur le Canada et sur le Québec principalement. Donc voilà, je vais peut-être arrêter là la première partie de cette présentation, mais globalement, on est une société purement informatique. On aide des entreprises à détecter des marchés publics et puis des marchés privés maintenant partout dans le monde. Et le fait de s'être projeté vers le Canada, c'était aussi le fait de faire le pari de dire on va aider des sociétés canadiennes à répondre à des marchés locaux, à exporter grâce à leurs marchés. Et ça a bien fonctionné, ça aussi. Donc voilà, Hélène, à peu près ce début de présentation.
Merci Laurent. Et Thomas, la société Amolit a été créée en 2019. Les États-Unis, ça a été tout de suite ou il y a eu d'abord une assise sur Écully, donc dans la région lyonnaise, et après les États-Unis? Alors, il y a eu d'abord un historique sur Écully, puisque Amolit Pharma en fait fait suite à Alizé Pharma. En fait, il y a eu d'autres sociétés créées avant qui ont été plus ou moins cédées, dont une société du groupe Alizé Pharma qui a été cédée à une société américaine, enfin qui a fusionné avec une société américaine en 2017, qui était basée dans le Michigan, à Ann Arbor. Et donc, on a eu cette expérience aussi pendant 2 ans avec cette société qui s'appelait Milando Therapeutics. Mais avec définitivement un centre de décision qui avait été décalé de Lyon aux États-Unis. Ce qu'on souhaitait, du coup, en recréant cette nouvelle société, c'était de recréer cette société transatlantique, puisqu'il y avait vraiment un sens derrière, mais en gardant la décision en Europe et en se créant sur l'Europe. Mais on a créé les deux filiales, la filiale quasiment dans la foulée de la société à Lyon, dans la foulée de la série A. Et comme ça, tous les deux, une erreur que vous avez faite à ne pas faire, qui pourrait être un conseil à donner à vos amis entrepreneurs avec vous ce soir? Moi, je dirais prendre des locaux au début du Covid. Non, ils nous ont pas beaucoup servi, on les a rendus. Mais par ça, non, pour l'instant, tout va bien. On grossit petitement encore aux USA, on est une poignée de personnes, donc pas d'erreur importante pour l'instant. Il y a vraiment cette logique, peut-être par rapport au Québec, de différence culturelle qu'il faut vraiment appréhender. On est vraiment dans une logique de différence culturelle. Peut-être qu'on y reviendra sur la troisième question. Il y a En termes il y a une erreur à faire que je recommande à tout le monde. C'est une erreur qui va vous coûter à tous 100 000 $. Vous allez tous rencontrer un beau parleur. Quelqu'un qui va vous faire de belles promesses. Qui va vous jurer sur la croix qu'il va prendre votre société puis qu'il va réussir à faire quelque chose d'extraordinaire, qu'il y croit, que c'est amazing, que voilà. Mais faites-la parce que ça nous permet enfin, ça nous permet à tous d'avancer. Et ce gars-là, ça peut être une femme d'ailleurs, vous le rencontrerez tous à un moment ou à un autre, et tous ceux qui ont fait l'export l'ont croisé. Je le dis un petit peu avec ce sourire parce que c'est pas mauvais en fait. Ça nous permet en fait à nous de nous dire il faut vraiment qu'on s'implique et qu'on se délègue pas sur d'autres personnes en fait sur place. Et généralement c'est une erreur qui a un prix, il est à peu près de 100 000 $, canadien, US, peu importe. Mais on l'a tous fait cette erreur. Et c'est pas ce gars-là qui est fautif, c'est nous. Ça veut dire qu'on s'est pas assez impliqué en fait dans le dossier. D'accord, c'est bon, à bon entendeur. Moi, s'il y a moins que 100 000 $, Laurent, les tuyaux, je pense que ça sera toujours intéressant à prendre. Sinon, pour passer un petit peu sur le plan d'action simplifié, est-ce que Thomas aux USA, donc maintenant l'implantation, même si elle est encore jeune, il peut nous en parler? Alors, je peux parler de comment on le vit nous, et c'est vrai que chaque cas est différent. Mais c'est vrai que nous, on a fait le choix. Alors, s'implanter, c'est effectivement, c'est assez facile, hein. Il faut prendre des bons avocats, des bonnes structures sur place qui peuvent nous aider pour tout ce qui est fiscalité, compte, etc. Surtout dans un démarrage. Nous, on a fait le choix quand même de beaucoup piloter ça depuis la France dans un premier temps. Mais voilà, aujourd'hui, le développement, je dirais, de la filiale US a été un petit peu ralenti par la période Covid, qui nous a empêché vraiment d'embaucher plus qu'on le souhaitait dans un premier temps. Donc là, on va continuer un petit peu à se développer, reprendre des locaux, pouvoir créer du lien humain. C'est important de le faire également sur place. Et puis aujourd'hui, on est aussi très avancé, on suit bien nos plans de développement. Donc on a aussi des activités US qui vont commencer à démarrer de manière très importante. Donc ça coïncide plutôt bien.
Voilà, aujourd'hui on a des personnes plutôt de top management qui sont implantées aux US, qui peuvent parler vraiment à des investisseurs sur place. On a notre relation presse, tout ce qui est investor relations c'est basé aux US. Et puis on prépare vraiment notre marché, donc c'est tout ce qui est médical à faire pour nous. Discuter avec les KOL, avec les cliniciens qui vont avec nous collaborer pour notre étude clinique pivot, et puis derrière qui vont être les prescripteurs principaux. Donc on va créer une société avec à la fois un top management et puis vraiment des personnes expertes métiers pour gérer les essais cliniques et puis préparer le marché. Avant de donner la parole à Laurent, tu as parlé d'embaucher. En termes de recrutement, quand on est aux USA, est-ce que tu as un conseil à partager? Alors, le conseil que j'aurais, c'est idéalement quand même, en évitant le beau parleur, mais ils savent très bien parler, donc c'est pas forcément évident, de trouver une bonne personne de confiance sur place. Je pense que de partir avec des gens sur place, c'est un vrai plus. Nous, on est parti avec des gens qu'on connaissait un petit peu historiquement. Ça a beaucoup aidé. Des gens qui sont très reconnus dans leur métier depuis très longtemps. Donc ça, c'est un gros plus pour nous. On a notre CSO qui est basé sur place, qui avant travaillait avec une société française, Grande Pharma, depuis plus de 20 ans. Donc, il a été aussi acclimaté à la culture française, je dirais, même s'il dit pas un mot de français. Notre CBO, pareil, est basé aux USA depuis 25 ans, mais il est français d'origine. Mais ils sont sur place, ils connaissent tout, et ça facilite beaucoup. Donc, si on arrive à trouver comme ça des bons relais, c'est un plus. Et puis, du coup, ça facilite derrière le recrutement d'autres personnes dans un deuxième temps. Merci Thomas. Alors toi, Laurent, au niveau du Canada, en termes de plan d'action, qu'est-ce que tu as mis en place en premier et que tu continues à mettre en place? Puis intéressant aussi d'avoir le retour du recrutement au Canada. Merci. Sur la partie création de société, effectivement, c'est assez facile. Par contre, très vite après, il y a la partie comptabilité, etc. On a eu la même chose au Canada et aux États-Unis. Les comptas sont différentes. Est-ce que vos services financiers sont très bien avec l'anglais? J'ai eu ce problème-là, moi, chez moi, mais mon DAF n'était pas super confortable avec l'anglais. On a trouvé des relais sur New York de choses un peu basiques, hein, d'experts comptables qui étaient francophones, par exemple. Ça nous a permis en fait d'accélérer un peu plus sur ces parties-là. C'était pas rien, puisque une comptabilité, j'insiste un peu là-dessus, mais française et une comptabilité canadienne ou nord-américaine n'ont absolument rien à voir. Chez nous, des fonds propres négatifs, c'est quelque chose de grave. Là-bas, on s'en moque un peu. Tant que vous avez moyen de payer vos fournisseurs, etc., vous n'avez pas des déclarés en banqueroute. Donc à partir de là, si vous n'avez pas de contact sur place, regardez, et BPI doit avoir des contacts là-dessus, pour tout ce qui est suivi, je veux dire purement administratif et comptable des sociétés, puisque très vite, en fait, ça arrive à ce niveau-là. Attachez-vous aux règles fiscales, notamment aux États-Unis. Je me permets de déborder un peu sur le territoire. Ce qu'on appelle la TVA en France, c'est hyper simple. Des TVA qui vont être étatiques, fédérales, etc. Au Canada, c'est pareil. Avec des taux en fait qui sont complètement différents et des règles d'exportation en fait qui sont enfin, il faut vraiment s'y attacher sur ce côté-là, notamment quand vous produisez ou vous importez à un endroit du Canada aux États-Unis puis que vous allez dans d'autres États ensuite livrer. Par rapport à ça, c'est quelque chose qui est assez sur lequel j'attirerai l'attention des uns et des autres. Voilà. Donc création de société très simple, gestion de société, il y a vraiment un intérêt. Moi, j'ai été vraiment très confortable d'avoir du francophone en face de moi pour pouvoir m'expliquer certaines choses par rapport à ça. Sur le plan d'action ensuite, on a un outil qui est fantastique qui s'appelle Business France BPI Chambre de commerce. C'est une espèce de triade magnifique. Je pense que c'est la première chose que je recommanderais. Et je fais ça. Actuellement, on est dans une phase où on se déploie sur pas mal de pays. Je les utilise vraiment à chaque fois, en fait, par rapport à ça. CCI Business France, pour toute la partie première approche du marché, ils vont vous donner l'ensemble des premiers rendez-vous, études de marché, première campagne de communication. Je trouve ça assez sympa, en fait, de travailler avec eux, puisque ça me fait gagner énormément de temps.
ils nous ont amené très vite en fait sur les premiers clients. Et si je prends l'exemple du Canada, c'était la CCI de Strasbourg qui nous avait amené là-bas au départ. Et très vite, en fait, on avait signé nos premiers contrats grâce à eux, donc ce qui nous avait permis vraiment de nous installer. Aujourd'hui, c'est un binôme CCI Business France en fait, qui se met un peu partout en place par rapport à ça. Et BPI aussi, pareil, hein, ils ont des fonds sur l'aide à l'export qui sont très sympas, qui diminuent nos risques en fait par rapport à ça. Donc vraiment pour un démarrage, si vous n'êtes pas encore implanté, ce serait vraiment une des premières actions que je mènerais avant de faire quoi que ce soit. Ce serait de passer par eux, de passer par leurs équipes et puis de commencer à regarder, je veux dire, avoir quelques premiers rendez-vous dessus. J'ouvre une porte et je te relaisse la parole. J'aime bien l'idée de racheter des compétiteurs locaux. Je trouve que ça nous fait gagner un temps fou, notamment auprès du personnel qu'on récupère aussi, pas nécessairement de l'aspect client, mais aussi personnel par rapport à ça. Donc le fait de s'implanter dans un pays, on l'a fait au Canada, on a commencé par s'implanter à travers un partenaire, mais très vite en fait on a racheté des compétiteurs. Et j'aime bien cette approche-là, en fait. Je trouve qu'elle est assez sereine dans la gestion, puisqu'on a des gens qui connaissent déjà le marché aussi à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est pour la première action, à savoir créer la boîte et identifier, je veux dire, des premiers clients, partenaires ou compétiteurs à racheter. D'ailleurs, je vais me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, ce qui est pour moi très important. Est-ce que Thundersplash offre des opportunités d'affaires? Quand on est une société d'origine française, on s'implante au Canada. Est-ce que ces opportunités d'affaires, ce sont pour des Canadiens, donc des affaires canadiennes pour des Canadiens, ou alors ça peut aller des Français ou d'autres pays qui vont pouvoir avoir ces affaires de Canadiens? Alors, on a signé un deal avec l'ambassade du Canada en France, où on s'est engagé à générer 700 millions d'euros de chiffre d'affaires entre des boîtes européennes et puis des boîtes canadiennes là-dessus. Et donc, pour répondre concrètement à ta question, pour des sociétés françaises, et c'est ce qu'on voudrait proposer d'ailleurs ce soir et gracieusement, qui veulent aller au Canada sur du marché public, on sait vous trouver sur le Canada et les États-Unis non seulement les marchés publics locaux, mais de l'autre côté, on sait aussi vous trouver les partenaires locaux, c'est-à-dire de vous dire, si vous ne voulez pas répondre directement à un appel d'offres, vous pourrez très bien vous trouver une société qui a l'habitude de répondre à ce genre d'appel d'offres et puis éventuellement de créer des synergies avec eux par rapport à ça. Donc on a les bases en fait pour le faire. Et donc, je le répète, par rapport à ce groupe, on serait très heureux pour ceux qui veulent répondre à des marchés publics nord-américains de vous fournir ces bases-là et de vous apporter ce type de business à ce niveau. Mais on a ces informations, effectivement, sur toute l'Amérique du Nord. Thomas, Laurent, en termes de réseau, alors vous avez parlé de la Team France Export qui est évidemment pour moi incontournable, mais il y a d'autres réseaux étrangers. Est-ce que les réseaux vous sont aussi utiles en dehors de la Team France Export? Est-ce que vous avez eu affaire à d'autres réseaux qui pourraient être utiles aux personnes entrepreneurs qui nous écoutent ce soir? Je dirais que de mon côté, il y a le réseau d'actionnaires, parce qu'on a des actionnaires qui sont un peu basés partout dans le monde, qui ont une expertise, qui ont un portefeuille de produits, et donc qui nous mettent en relation avec les bons conseillers, les bonnes structures sur place. Je rebondis volontiers sur ce qui a été dit sur la partie gestion. Il faut vraiment trouver quelqu'un de confiance sur place, idéalement qui comprend la culture française et qui parle français, etc., pour qu'on puisse vraiment se comprendre. Et il existe des structures qui travaillent avec des sociétés françaises, c'est leur job. Ils font ça au quotidien. Ils ont une centaine de sociétés en portefeuille françaises et ils font les comptes, ils les passent, etc. Nous, on a fait le choix aussi de passer en IFRS pour uniformiser nos comptes entre les deux filiales parce qu'on était en création, parce que c'était plus facile. Donc on parle sur les mêmes bases en fait, et pour consolider c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, donc tout ce réseau actionnaire, y compris BPI nous concernant, sont des relais qui sont extrêmement importants. Très bien. De mon côté, en fait, j'ai mis le pied à l'étrier avec les réseaux français, donc BPI, Business France, Chambre de commerce dessus. Et la société est très vite devenue québécoise ensuite. Donc là-bas, tous les réseaux qu'on a, ce sont des réseaux qui sont 100% québécois.
agglomération d'entreprises, que ce soit Investissement Québec, que ce soit Export Québec, que ce soit toutes les structures canadiennes avec qui on est en contact. Très vite, en fait, on est rentré dans le moule québécois. Et les réseaux locaux qui nous aident, ce sont purement des réseaux qui sont canadiens et québécois. On est en train de refaire la même chose sur les États-Unis, où on travaille avec le département du commerce notamment, etc. Et on refait le même moule. C'est-à-dire qu'on utilise BPI, Business France, CCI pour rentrer dans le pays, mais une fois qu'on est à l'intérieur, on se métamorphose en fait en entité locale pure et dure, quoi. Très intéressant. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez directement à Thomas et Laurent sur les sujets abordés. D'autre part, alors on a parlé de quelques conseils et beaucoup même de fautes à ne pas faire. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça qui vous viennent? Parce que je pense que ça, c'est très intéressant d'écouter des retours de conseils ou d'erreurs faites. J'en ai une sur le Québec. On ne les connaît pas. C'est Céline Dion, c'est Garou. Et ça, je l'ai payé cher au début. Ils nous renvoient notre histoire. Et on ne connaît pas notre histoire française en lien avec le Québec. Ceux qui veulent passer par le Québec, prenez vraiment un instant et retournez 200 ans en arrière. Regardez comment le Québec a été fait. Regardez les guerres qu'ils ont eues avec les Anglais. C'est pas rien. Ces gars-là ont sur leur plaque d'immatriculation un slogan qui est « Je me souviens ». Il vous renvoie à votre histoire. Et quand vous arrivez en tant que Français là-bas, on va vous renvoyer à votre histoire et vous allez être complètement perdu. Moi, c'était vraiment le sentiment que j'ai eu au départ, en me disant, mais pourquoi est-ce qu'il me parle d'il y a 200 ans, du fait qu'on les a abandonnés, de ce genre de choses. Un cours d'histoire de rattrapage de la relation de la France au Québec du XVIIIe siècle, je vous assure que c'est pas négligeable. Ils m'en parlent tous encore maintenant. C'est-à-dire que je suis complètement dans un milieu, moi, qui est très québécois. On me renvoie à ça sans arrêt. Et ils sont très liés à cette histoire. On n'a absolument pas cette culture-là. C'est assez énorme. On est loin de ça. On est en train de. Enfin, pour moi, j'étais sur une autre planète quand ils nous renvoyaient à ça. Et alors, bon, évidemment, pour le Québec, les anglicismes, vous les évitez tous. C'est plus un email, ça disparaît, ça devient un courriel, etc. Ça vous fera rire au départ, mais c'est pareil. Alors pour moi qui travaille beaucoup, je veux dire, avec des structures étatiques là-bas, c'est payé cash, quoi. On doit parler français. Ils ne nous comprennent pas. Ils se disent qu'ils font des efforts extraordinaires pour parler un français correct à ce niveau. Et ils trouvent que nous, on n'en fait pas. Il y a une vraie guerre des langues sur le Québec. Ne négligez pas vraiment ces deux phénomènes-là. Elles sont importantes. Et dites-vous aussi qu'au Québec, ils ont vu débarquer beaucoup de Français faire des coups ou des opérations. Donc ils se disent, est-ce que j'ai en face de moi un gars qui est là pour essayer de faire un coup, ou est-ce que j'ai une personne qui veut vraiment s'installer ici? Et pour le Québec, encore une fois, il faut à peu près 2 ans, je pense, de période d'incubation, le temps que les gens vous regardent et vous disent, bon, ok, vous êtes là, faites-vous les hivers québécois, c'est une preuve aussi d'amour que vous trouverez par moins 30. C'est un truc de fou, ce pays. Merci Laurent, c'est passionnant. Et Thomas, du côté des États-Unis, alors vous rigoliez quand Laurent parlait de se faire un hiver, il fait très froid aussi. Il fait très froid aussi à Boston, et puis on a 2 personnes dans l'équipe qui ont vécu presque 15 ans, 20 ans même, je dirais, à Montréal. Donc je retrouvais beaucoup de choses, je confirme pleinement, on travaille beaucoup avec des partenaires aussi québécois. Donc voilà, notre agent de brevet est basé au Québec, on travaille beaucoup avec des gens là-bas, et c'est vrai que c'est très important pour eux, et c'est vraiment un élément important de langage et de comportement. N'hésitez pas à les inviter aussi ici en France, en Europe, ils aiment beaucoup voyager. Non, je dirais que d'un point de vue culturel, aux États-Unis, il ne faut pas non plus voir les États-Unis comme un simple tout.
y a vraiment des régions, des cultures très différentes. Donc, dans la région de Boston, on s'adresse, enfin, la culture est très différente du Michigan pour avoir vécu les deux, ou de la Californie. Donc, c'est vraiment cas par cas. Faut s'adapter, faut prendre du temps. Il voit vite, grand, fort, et il mise beaucoup quand même sur ce qu'ils appellent la strong conviction. Parfois, effectivement, ils en rajoutent, mais c'est important de peut-être de jouer de se mettre sur ce mode-là, sinon ils ne nous prennent pas au sérieux non plus. Donc il faut être dans un donnant-donnant, et puis derrière, il faut délivrer. Ce qui est important, c'est délivrer. Quand on dit qu'on fait quelque chose, on le fait et on va au bout. Sinon, vaut mieux éviter de pas s'avancer trop. Voilà, il faut pouvoir vraiment faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Merci beaucoup. J'aurai encore plein d'autres questions, mais je vais laisser la place à mes collègues pour passer aux questions-réponses. Merci Thomas et Laurent. Merci. Merci. Merci Fabienne, merci Laurent, Thomas pour ces premiers retours d'expérience très riches et puis pour tous ces conseils. Je pense que le plus important, c'est peut-être de passer la parole aux autres membres qui sont présents aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez des questions, levez la main et puis à vous. Clarisse, peut-être vous aviez mis dans la discussion, vous aviez rebondi sur la proposition de Laurent. Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre Ouais, merci beaucoup de me laisser la parole. Donc, moi, en fait, je suis fabricante de dispositifs médicaux, produits cosmétiques et compléments alimentaires en santé de la femme. On est ISO 13485, MDSAP Canada, États-Unis, Brésil, Australie et je viens d'avoir le Japon. On vend chez Jean Coutu au Québec des coupes menstruelles. Voilà. C'est notre ouverture en fin d'année. Et dans le contexte de la précarité, en fait, l'État français a développé pas mal de budget, mis pas mal de budget sur la table pour répondre à des appels d'offres dans ce cadre-là de précarité menstruelle. Et je me demandais en fait si aux États-Unis ou au Canada, il y avait ce type d'appel d'offres. Et vu le job de Thunderpatch, évidemment, je suis super intéressée pour faire des essais. Déjà dans un premier temps, avant de poursuivre le développement sur le territoire. Donc je ne sais pas si Laurent a des petites notions d'appel d'offres dans ce cadre-là. C'est assez lunaire de répondre avec sur ce type de marché. Je ne m'attendais pas à faire de l'appel d'offres dans ma vie avec mes produits, mais voilà, c'est le cas. Donc je ne sais pas si Laurent peut m'accompagner ou peut nous aider sur ce type de recherche d'appel d'offres. Il y a les prisons, il y a les lycées, il y a les homeless, il y a pas mal de populations qui ont besoin d'être accompagnées sur ces sujets. Voilà. Je vois deux choses. La première, ce serait de vous trouver ces marchés, on saura le faire. Je n'ai pas trop de soucis là-dessus. La deuxième, ensuite, ce serait peut-être de vous trouver des entreprises locales qui répondent à ces marchés et de vous aider à monter des partenariats peut-être avec elles pour répondre ensemble. Je dis ça parce que répondre à un marché public, c'est quelque chose qui prend du temps, il faut une certaine connaissance du pays. Et sans vouloir trop vous conseiller, ce ne serait pas aberrant dans un premier temps de vous rapprocher peut-être de l'une ou l'autre boîte et puis l'expérience en direct aussi de votre côté et puis démarrer une stratégie de cette manière-là. Et je suis persuadé que ça peut se faire aussi en partenariat avec BPI qui est sur place, qui pourrait vous aider là-dessus. Je tends la perche à BPI sur toute la partie financement des marchés publics à l'étranger. Et là, on a gagné l'appel d'offres des Nations Unies en fait, sur ce projet-là. Un an de travail. J'ai plus la parole aussi. Je n'entends pas bien. Vous a mal. Est-ce que vous pouvez répéter? Ça a coupé un peu. Je disais, en fait, ça va tomber, mais on a gagné l'appel d'offres des Nations Unies. Ça va tomber l'info bientôt. Donc, c'est un an de travail, un an d'audit. Donc, c'est en anglais. On a dû sortir au programme RSE des Nations Unies. Donc, voilà. J'espère être début juin pour le gros événement là-bas à New York. Ouais. Donc, mais on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, ça, pas de problème. Quoi. Au contraire, on a vachement besoin d'aide pour développer le marché dans ce cadre-là. Quoi. Sur un marché comme celui-là, celui des Nations Unies, c'est un socle qui est hyper intéressant pour ensuite aller développer d'autres marchés.
L'autre aspect qu'on pourrait faire aussi pour vous, c'est que, comme dit, la boîte a 20 ans, ce qui veut dire que depuis 20 ans, on collecte en fait toutes ces informations. On pourrait aussi vous sortir la liste de toutes les entités, de toutes les personnes qui ont acheté en fait les produits que vous commercialisez, et puis de vous donner cette base-là pour exploitation ensuite. Génial. Merci. Merci beaucoup. Je prends. Ce que vous pouvez m'offrir, je prends. Avec grand plaisir. Voilà. Si je peux me permettre de rebondir sur la proposition de Laurent. En fait, on en avait discuté ensemble quand j'avais donc vu Laurent lorsqu'il était en déplacement à New York. Et peut-être d'un point de vue organisation logistique, ce qui pourrait être intéressant, c'est que on précisera cela avec l'équipe Cercle Amérique du Nord, mais peut-être vous envoyer un mail à tous ou alors faire ça sous forme de sondage pour nous faire remonter en fait parmi les entreprises celles qui pourraient être intéressées par l'offre, enfin la proposition gracieuse de Laurent, et puis donc pour qu'après nous on puisse transmettre la liste des entreprises ou un contact par entreprise à la société de Laurent pour qu'ils puissent dans un deuxième temps après prendre ça en main et puis peut-être je suppose que c'est créer des accès sur la plateforme. Voilà. Oui, sans problème. Si vous n'avez plus de questions, si je vois que Simon Clément. Oui, bonjour, Simon Clément de PTH Technologies. J'ai une question. Alors, je pense que c'est peut-être plus adapté pour Thomas. C'est sur la question des niveaux de rémunération, niveau de vie, qui ne sont pas les mêmes aux États-Unis, surtout si vous êtes à Boston, par exemple. Et donc, comment est-ce que vous avez géré la répartition d'activités entre ce qui se fait en France, qui se fait aux États-Unis, et voilà, justement les différences de salaire associées à une activité donnée, surtout si c'est des personnes hautement qualifiées. Voilà, c'est ça ma question. Votre micro est coupé, Thomas. Oui, je disais, c'est une très bonne question et je pense que c'est un bon point à partager pour tous. Effectivement, les salaires ne sont pas du tout les mêmes de l'autre côté de l'Atlantique et en particulier dans la région de Boston, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup d'autres régions également. Ils ont des charges qui sont très importantes aussi. Enfin, c'est vraiment structuré de manière complètement différente de nous. Et ça, c'est aussi assez intéressant d'essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne aux États-Unis. Tout le système est très différent. Donc, effectivement, aller rechercher quand même les postes les plus importants. Nous, on est quand même plus présent en France. On a quand même des charges moins importantes. Donc, c'est les personnes clés, les personnes qui vont être les plus importantes, les plus intéressantes, pour nous aider à nous implanter sur place, etc. Donc, on est au case by case, je dirais. Et puis, il y a plusieurs postes qu'on avait prévus aux US, qu'on a mis finalement en Europe, parce que le contexte sanitaire était plus favorable aussi. Et puis finalement, on a beaucoup de notre activité qui est sur place. La distance n'est pas évident à gérer. Et ce coût, non seulement le coût, les charges liées au recrutement, mais également avec la difficulté de recruter finalement, parce qu'il y a beaucoup de postes, beaucoup de choses. Et donc, c'est des gens qui bougent beaucoup. Donc, il faut pouvoir les fidéliser. Et ça, c'est un point qui est très important et qui est pas évident à gérer. Alors, aujourd'hui, nous, on n'a pas eu de soucis parce qu'on travaille avec du réseau. Donc, des connaissances de connaissances, etc. Des gens qui ont envie de s'investir avec nous. Et puis on met ce qu'il faut sur la table pour pouvoir les intéresser et les garder. Mais on sait qu'il y a cette tension continue et typiquement, il y a des postes qui sont ouverts et qui ne trouvent pas facilement preneur. C'est pas si évident que ça, même en étant présent sur place. Je voudrais me permettre d'ajouter une chose sur l'expérience RH. Quand je suis arrivé au Canada, on m'a dit, donc on a 7 personnes à plein temps là-bas et 3 qui sont à temps partiel. On m'a dit, dès que tu dépasses les 4 personnes, il te faut un responsable des ressources humaines. Ça me paraissait aberrant. Pour une aussi petite équipe au départ, d'avoir besoin de quelqu'un pour les j'ai vu des choses hyper violentes. Des patrons qui arrivent le matin au bureau et qui reçoivent un SMS, genre, toute l'équipe, elle est partie. C'est pas, dans le secteur informatique, c'est des choses que j'ai vues au Canada et au Québec.
un gars qui s'est fait détrousser 15 de ses développeurs dans un week-end. Et tout le monde part. Et vous arrivez le matin au bureau, il n'y a personne à ce niveau-là. Donc le côté RH est hyper important là-bas. Il y a un turnover qui est juste phénoménal. Les gens bougent, ils sont sans arrêt en train de négocier. On n'est pas habitué à ça en fait en France, et vous allez être confronté à ça, des négociations très régulières en fait salariales, et voilà quoi. Si vous pensiez que la CGT de Krasuki c'était des durs, je vous assure que l'Amérique du Nord vous allez les adorer. Je confirme. On a une question de Jean-Maurice. Puis après de Jérôme. Et ma vidéo, comme ça. Alors, oui, donc moi je travaille chez Agorespace. Donc Agorespace, on est membre de Excellence BPI France. En général, c'est mon boss qui participe, mais là, comme c'est l'export, c'est moi, parce que je suis en charge de l'export. Donc Agorespace, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits terrains qu'on appelle aussi City Stade, des terrains multisports. Il y en a un peu partout en France, un peu partout en Europe, pas beaucoup, voire pas du tout aux États-Unis. Et donc, bon, nous, on a des contacts qu'on prend à droite à gauche, où on est en train d'avancer. On va devoir certifier nos terrains avec la norme américaine, ça c'est un petit peu embêtant, la norme ASTM. Mais aussi, il faut qu'on fasse une assurance pour tout ce qui est liability. Et donc, l'organisme qui va nous aider à certifier nous dit, écoutez, il faut que vous preniez une assurance pour vous couvrir ou nous couvrir à hauteur d'1 million de dollars en cas d'accident. Notre distributeur anglais qui est passé par là et qui fait maintenant la moitié de son chiffre d'ailleurs pour les jeux d'enfants aux États-Unis me dit que ça lui coûte 10 000 € par an, l'assurance. Donc la question c'est, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont dû passer par là une assurance, une espèce de responsabilité civile pour se couvrir en cas d'accident avec les produits, puisque les Américains sont friands de lawsuits un petit peu débiles. Est-ce que vous êtes passé par là et quand vous avez fait? Est-ce que ça nécessite l'ouverture d'une structure aux États-Unis ou est-ce que ça peut se faire depuis la France? Combien ça vous a coûté, etc. C'est une question qui n'est pas forcément pour tout de suite, mais qui va nous arriver vraiment très bientôt. Ça vous laisse perplexe. Je peux amener une réponse si vous voulez un peu connexe à la chose. Oui, bien sûr. On nous dit en fait, vous nous détectez les marchés publics, mais par contre, si vous nous en loupez, vous pouvez être responsable en fait du fait qu'on ait perdu un gros contrat et donc des emplois et des choses comme ça. En France, on s'en moque un peu. On est tenu en fait à des moyens et puis c'est tout. Chacun prend ses responsabilités. Aux États-Unis, on a été confronté un peu à ce que vous dites, en nous disant prenez une responsabilité civile en fait à ce niveau-là et garantissez-vous contre toute attaque en fait par rapport à ça. J'ai pensé que c'était du racket au départ. Je me suis dit je suis en train de tomber sur quelqu'un qui est en train de vouloir me vendre de l'assurance. Mais c'est assez effectif. Sur les États-Unis, on nous demande sans arrêt de nous couvrir en fait. Et Canada, c'est pareil aussi à ce niveau-là. Je ne saurais pas le mesurer mieux que ça aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose que je ne prends pas à la légère. Ah non, moi non plus, non. Parce qu'en France, le maire qui achète un terrain multisport, un City Stade, qui l'installe dans sa mairie, nous, on est compliant avec les normes européennes. S'il y a un accident, c'est le maire qui est responsable. Aux États-Unis, c'est nous. Même si c'est un distributeur qui a vendu, si quelqu'un se casse quelque chose, se blesse n'importe quoi, ça retombe sur le fabricant. Jean-Maurice, j'y pense. Je pense que si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un. Donc moi, je suis basée directement à New York. Si vous le souhaitez, envoyez-moi un mail parce que donc moi dans mon réseau, dans mes contacts ici, j'ai un certain nombre d'avocats qui, à mon avis, je peux vous mettre en contact avec 2 ou 3 avocats qui, à mon avis, pourront assez rapidement répondre à votre question, ou au moins, en tout cas, moi, je vous mets en contact. Puis vous pouvez poser cette question. Ce sont souvent des cabinets d'avocats francophones. Ok, je reprends le mail, c'est? Oui, je vais vous le mettre sur la conversation. Ah, super. Ah oui, c'est Johanna. Non,
Et sur d'autres aspects, on a le même problème aussi. Et c'est vrai qu'on voit avec nos avocats, et de manière générale, on met plutôt ceinture et bretelles à ce niveau-là. Je pense à quelque chose qu'on peut dire quand même aux États-Unis, c'est qu'ils ont la culture du procès. Hein. Vraiment, hein, les avocats sont partout. C'est pas du tout le même travail qu'en France, le travail d'avocat aux États-Unis. Hein, et ça vient du fait qu'il n'y ait pas d'assurance santé générale comme chez nous. Et donc, tout ce qui peut nous arriver peut aller en procès. C'est vraiment pas la même culture au niveau du travail des avocats et au niveau de la mise en procès aux États-Unis. Oui, donc c'est pour ça qu'on veut se couvrir. Hein. J'ai pas envie de finir mes jours en prison ou autre. Et effectivement, ma famille vit en partie aux États-Unis, donc oui, je sais très bien comment tout ça se passe. Le turnover, les emplois, les machins. Bref, donc oui, donc on va se couvrir. Donc c'est juste comment on va y arriver à le faire de façon la plus pratique possible. J'ai pas encore dit à mon boss que ça allait coûter 10 000 euros en gros pour commencer, quoi. Donc ça va beaucoup lui plaire. Mais oui, il faut qu'on le fasse et on n'est pas fou. Si on est une société familiale, on ne va pas mettre la clé sous la porte parce qu'il y a un gamin qui s'est cassé le poignet aux États-Unis. Hein. Bien sûr. Je pense qu'effectivement, je pourrais vous mettre en contact avec, vous donner le contact de plusieurs cabinets qui, à mon avis, pourront vous répondre assez rapidement. Ok, super. Je vois que Jérôme également avait levé la main pour une question. Oui, c'est une question un peu globale qui va récapituler un peu tout ce que vous avez dit. Alors nous, on est une société plutôt manufacturière. C'est qu'on travaille aux États-Unis depuis 5, 6 ans, 7 ans, via des distributeurs. On a une filiale au Mexique et notre volonté, alors on hésite, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, de monter une usine de production aux États-Unis. Pourquoi on ne la monte pas au Mexique? Parce qu'on a peur de se faire piller nos formules au Mexique et on pense qu'aux États-Unis, on sera plus couvert. Mais alors quand j'entends qu'en un week-end, on peut se faire dévaliser tous les gens qui travaillent dans notre usine, ça me fait un peu peur. Alors est-ce qu'il y a, j'ai plusieurs questions, enfin 2 questions. Est-ce qu'il y a des avocats ou des assurances contre le pillage de formules qui sont des choses qui ne sont pas brevetées? Donc c'est des recettes, si vous voulez. Des recettes de fabrication qui sont un peu... Dans la chimie, on brevette très peu, parce que dès qu'on brevette en chimie, on donne notre formule, donc c'est pas forcément une bonne chose. Et puis, deuxième chose, est-ce que c'est une bonne idée de faire une joint venture ou une acquisition d'un concurrent ou d'un confrère? Je crois que Laurent a dit que c'était une bonne idée. Je pense aussi. Enfin, voilà. Et est-ce que c'est judicieux de le faire dans des secteurs diamétralement opposés, ou alors un sur la côte est et un sur la côte ouest, ou plutôt un sur le nord et un sur le sud? Alors on avait pensé plus un sur le nord-ouest et un sur le sud-est, mais voilà, voilà mes 2 questions. Je vais peut-être répondre sur la première partie où vous m'avez interpellé. Autant on peut se faire débaucher son personnel, autant ils font des contrats de travail qui sont verrouillés. Oui. On se moque de nous en France avec nos fiches de salaire qui sont énormes, mais on a des contrats de travail qui font 3 ou 4 pages. Et aux États-Unis, c'est l'inverse. La fiche de salaire, elle fait 2 lignes et le contrat de travail, il fait 200 pages. Les salariés américains et canadiens aussi ne rigolent pas quand ils quittent une entreprise sur le côté pillage. Ils savent très bien qu'ils peuvent prendre un risque et devoir payer ensuite toute leur vie si jamais on peut prouver qu'ils ont pillé des données à ce niveau-là. Donc voilà, là-dessus, je serais plus rassurant en fait. Hein. Oui, vous pouvez vous faire débaucher votre personnel, mais ils n'iront pas à la concurrence tout dire et tout révéler à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment le premier point. Thomas, je ne sais pas si vous voulez réagir. J'aurais exactement la même réponse. Il y a vraiment la culture du contrat. Prenez un avocat. Les contrats, ils peuvent faire 200 pages.
Il y a un contrat de travail, si c'est bien clarifié dedans, il n'y a aucun souci. Y compris, il peut y avoir des clauses particulières pour pas rejoindre tel type de société derrière. Enfin, tout se négocie, tout s'écrit, il y a vraiment une culture du contrat. Ce qui n'est pas le cas au Mexique. Hein. C'est pour ça que de ce point de vue-là, je vous recommanderais plutôt de monter votre usine aux États-Unis si c'est le point. Après, Est, Ouest, Nord, Sud, tout dépend des interactions qu'il devait y avoir entre les uns et les autres. C'est métiers aussi dépendants. Faut aller, je dirais, dans les régions où vous allez trouver les personnes adéquates, avec l'expérience adéquate. Et puis après, si elles ont besoin d'interagir entre elles ou avec vous en Europe ou en France, pensez au fuseau horaire quand même, c'est un point important. Travailler en France, côte Est plus côte Ouest, c'est pas évident. Sur le deuxième point qui a été soulevé, le côté est-ce qu'on rachète des sociétés ou pas, pour ceux qui découvrent le business aux États-Unis et au Canada, on part tous avec un espèce de complexe d'infériorité. J'aurais dû me faire psychanalyser en fait avant d'y aller, ça m'aurait peut-être aidé sur ce point-là, mais très concrètement, il ne faut pas avoir de complexe face à eux. Les gars n'ont pas un cerveau qui est plus gros que le nôtre. On sait défendre nos positions. Enfin, j'ai plus aucun complexe aujourd'hui quand j'attaque ces marchés-là. C'est pour ça que je vous ai dit, racheter des compétiteurs, c'est quelque chose qui est pas aberrant. Les Canadiens, quand je suis arrivé, m'ont dit attention, c'est un marché énorme, on est gros, on est énorme, etc. Enfin, c'est vrai qu'on se sent rabaissé en fait au départ par rapport à ça. Et j'ai fait quelque chose de simple. Je leur ai dit écoutez, soit j'ai quelque chose à faire ici, soit j'ai rien à faire. Et si j'ai rien à faire, je vais partir dans ces cas-là. Mais si j'ai quelque chose à faire, laissez-moi faire mon boulot. Ce que j'entends par ça, c'est que des moments où on a déployé notre techno sur le Canada et sur les États-Unis, ben, soit ils allaient nous dire, écoutez, on a des boîtes qui sont meilleures que les vôtres, repartez chez vous, vous n'avez rien à faire ici, monsieur. Et c'était le contraire. On a eu des boîtes, je ne sais pas, comme Microsoft, qui sont venues vers nous en nous disant, ça nous intéresse ce que vous faites et on veut devenir client. Donc à partir de là, on s'est dit, bon, bah, très bien, on sait faire la chose. Il ne faut pas se complexer. Si vous devez vous faire jeter, vous allez vous faire jeter très vite et vous allez vous sentir désabusé. Mais dites-vous que si vous avez réussi à monter vos business en France et en Europe, c'est que vous avez vraiment quelque chose à dire là-bas. Moi, je partirais vraiment de ça en disant faut y aller avec du zéro complexe et puis aller se batailler. C'est pas un marché qui est plus compliqué, moi je trouve qu'un autre. C'est juste plus de boulot, c'est tout. Vous dites zéro complexe, je dis avec beaucoup de conviction, et c'est ça. Il ne faut pas avoir peur vraiment de s'ouvrir à eux, et il faut y aller vraiment à fond. Il ne faut pas avoir peur. Merci beaucoup merci Laurent et Thomas encore une fois, hein, vraiment Merci. peut-être que Jérôme, vous aviez encore. Non, on connaît le marché et il faut que. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on nous pousse ou qu'on nous tire. Il faut qu'on y aille. Faudrait qu'on y aille à un moment ou à un autre. C'est incessamment sous peu qu'on va y aller. Après, il y a des revendeurs déjà qui veulent nous s'associer avec nous, des joint ventures, des rachats purs et simples. Voilà, donc il faut, je dirais qu'on a tout pour réussir, mais maintenant il faut que. Mais cette partie contrat et formulation, c'est quelque chose de très important pour nous. On travaille au Mexique, il y a énormément de turnover et il y a très peu de fiabilité. Donc c'est très compliqué à travailler. Surtout pour nous, on a quand même des secrets de fabrication et des choses. Voilà, des formulations et c'est important pour nous aussi avec de produire au plus près de nos utilisateurs. Pour une question évidente de pollution, de CO2, de transport, de choses comme ça. Et on veut pas faire on veut pas donner notre technologie, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Merci à tous pour les questions et surtout Thomas, beaucoup. Laurent pour avoir répondu à toutes les demandes. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur de voir que la communauté, les conseils, les retours d'expérience, ça commence à prendre. C'est vraiment le cœur, le but même du Cercle Amérique du Nord, c'est que vous puissiez échanger entre vous,
voilà, répondre à des besoins, à des doutes, mais aussi vous inspirer pour voilà, passer le cap, oser pour ceux qui sont pas encore lancés et qui ont envie de partir à la conquête du marché nord-américain. Donc voilà, je tiens encore une fois à remercier Thomas et Laurent pour votre partage d'expérience aujourd'hui, et peut-être pour conclure et vous donner envie voilà, de rester actif et de rester actif parmi nous. On vous donne rendez-vous cette fois-ci en physique, donc le 16 mars. Donc, ce sera notre première rencontre en physique à Paris. Donc, on se rencontrera tous de 18h à 22h, si je ne me trompe pas, si les horaires sont bien celles-là. Donc, on va vous partager l'invitation rapidement. Donc, l'idée, c'est que dans un premier temps, on fera une première réunion un peu plénière, hein, donc en présence de Pedro Novo et d'Alexandre Rigal, qui interviendront quelques minutes. Puis, dans un second temps, le but, c'est de remettre en place un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, donc des conseils, du partage d'expérience, mais cette fois-ci sous forme de petits ateliers, donc de sous-groupes, donc voilà, d'ateliers, workshops, peut-être par secteur ou par besoin. Et donc, vous serez réunis avec un certain nombre d'autres membres du cercle pour pouvoir réfléchir ensemble, vous donner des conseils. Et puis, évidemment, donc, dans un troisième temps, à partir de 20h30, 21h, on vous invitera à un cocktail de networking pour pouvoir voilà, discuter, se rencontrer et puis continuer à partager. Voilà, merci à tous vraiment pour vous être connectés aujourd'hui, pour avoir pris le temps et puis avoir écouté les expériences de Laurent et Thomas. On était ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui, et puis on espère surtout vous voir nombreux le 16 mars. On reviendra rapidement vers vous avec les informations et tous les détails de l'organisation. Merci. Merci à tous.